est inéluctable parce que c'est une réaction. Je crois que le principe de l'action et de la réaction est un principe fondamental de tous les aspects de la vie humaine et en particulier de la politique. Alors, le point de départ, c'est la chute de l'Union soviétique et la chute d'un empire, surtout quand il se produit aussi brutalement, génère inéluctablement des troubles différés pendant des années, même des décennies. Mais le deuxième aspect, c'est la révolution technologique. Et d'ailleurs, les deux sont liés, parce que la révolution technologique est une des causes partielles de la chute de l'Union soviétique. Alors, la révolution technologique, c'est la remise en question permanente de toute l'organisation des sociétés humaines, et en particulier de la politique. Et c'est aussi le fait que les sociétés multiplient, on le voit bien avec ce qu'on appelle le wokisme, ou tout simplement par le développement des technologies de type réseaux sociaux, etc., le développement de toutes les micro-sociétés qui, chacune, s'érigent en groupe souverain, si on veut simplifier un peu les choses. Donc pour toutes ces raisons, je crois que la fragmentation est inévitable, ce qui ne veut pas nécessairement dire, bien entendu, qu'elle ira jusqu'au bout. Alors, il y a deux aspects à cette question. Le premier, qu'on ne doit jamais oublier, il faut toujours retourner aux fondamentaux, c'est que tout État digne de ce nom doit, c'est sa première responsabilité en matière de sécurité, se préoccuper de son voisinage et doit s'assurer qu'il n'y aura pas de force, on va dire, inamicale qui s'installera dans ce voisinage et qui pourra, d'une manière ou d'une autre, lui porter préjudice. Et c'est de là que provient la notion de flanc. Alors maintenant, si on prend la France ou tout autre État, il y a 4 directions dans lesquelles regarder. Il y a 4 flancs. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest et il y a l'est. Maintenant, si vous regardez la carte de la France ou de l'Europe plus généralement, les flancs ouest et nord n'apparaissent pas particulièrement menacés. On pourrait rentrer dans certains détails sur le nord, mais enfin, en gros, ce que je dis est exact. Reste donc l'Est, dont en effet, on parle abondamment, on a même l'impression, en écoutant les uns et les autres, qu'il n'y aurait que de là que pourrait venir une agression sur l'ensemble de l'Europe. Mais il y a le Sud. Et je pense personnellement que nous ne nous occupons pas suffisamment, nous ne sommes pas suffisamment préoccupés par la situation de ce flanc sud, et pourtant, il me semble que sur le long terme, c'est peut-être de là que pourraient venir les déstabilisations les plus graves. Alors, on peut rentrer dans un peu plus de détails. Comment est-ce qu'on peut décrire géographiquement ce flanc sud ? Et il me semble qu'il faut prendre une définition très large. Cette définition large, elle va grosso modo du Maroc, c'est-à-dire de l'extrémité occidentale du Maghreb, jusqu'aux confins des pays, en passant par le Golfe, bien entendu, et ensuite en remontant de l'autre côté, et jusqu'à l'Afghanistan, en réalité, et aux confins avec les parties asiatiques de l'ancienne Union soviétique. Alors vous me direz, c'est une région extrêmement large, surtout si on ajoute certains prolongements au sud, c'est-à-dire vers l'Afrique subsaharienne à l'ouest, comme d'ailleurs à l'est avec le Soudan, etc. Alors, c'est une définition très large. Ce que je viens de dire représente à peu près une trentaine de pays, une quinzaine de millions de kilomètres carrés et environ 400 millions d'habitants. Mais c'est bien à cette échelle-là qu'il faut raisonner. Regardez par exemple le terrorisme international, d'où est-il parti ? Il est parti dans une première phase avec la révolution iranienne. Donc là, nous sommes en Iran, en 1979. Mais dans une deuxième phase, c'est après la guerre d'Afghanistan, après la guerre soviétique d'Afghanistan,
lorsque les talibans ont pris en somme le pouvoir dans les terres pashtunes, c'est-à-dire à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, je crois que c'est cela qui doit le préoccuper le plus. L'avenir de l'Union européenne est menacé par de nombreux facteurs. Alors, il faut bien s'entendre. Je suis de ceux qui pensent que l'Union européenne est indispensable. C'est indispensable dans ce sens que il n'y a pas d'avenir pour les Européens sans une forme d'union entre les Européens. On ne peut d'ailleurs pas définir a priori les limites de cette union, en particulier sur le plan géographique, parce que c'est un processus vivant et qui aura de toute manière vocation à s'étendre. Le problème, c'est que notre Union européenne telle qu'elle existe s'est faite à la suite d'un certain nombre, on va dire, de chocs, avec des décisions non maîtrisées, avec des décisions qui n'ont pas été suffisamment réfléchies, et qui ont été, si vous voulez, précipitées. Je suis de ceux aussi qui pensent que l'élargissement consécutif à la chute de l'Union soviétique s'est fait dans des conditions trop rapides, et on aurait parfaitement pu consolider, aider les anciens pays du pacte de Varsovie de multiples manières, sans nécessairement les faire rentrer si vite dans l'Union européenne. Et actuellement, nous sommes engagés également dans une autre phase de la fuite en avant, un peu selon le même principe, en annonçant l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, alors qu'au fond, nous-mêmes, nous savons parfaitement que ceci sera extrêmement difficile à supporter pour cette union elle-même. Mais en revanche, que nous devions aider l'Ukraine de diverses manières est une évidence qu'il faut d'ailleurs préciser dans les détails. Alors, qu'observons-nous sur l'Union européenne en général? La première remarque, c'est que cette Union européenne est devenue une machine extraordinairement lourde, à laquelle même les spécialistes ne comprennent rien. J'exagère un tout petit peu en disant cela, mais enfin, il faut vraiment être extrêmement pointu pour comprendre en détail qui prend les décisions, quelles décisions, qui s'appliquent à qui et comment, etc., etc. Donc il y a une machinerie extrêmement lourde et qui, d'ailleurs, peut être critiquée au nom même de la démocratie, parce qu'on ne sait pas très bien quels sont les responsables vis-à-vis des différentes populations de cette Union européenne. Mais plus généralement, vous avez un problème de rapidité. Nous sommes actuellement dans un monde qui évolue extrêmement vite. Il suffit d'ailleurs de regarder, chaque année apporte son lot de surprises. Et dans un monde qui évolue extrêmement vite, ceci est lié d'ailleurs à nouveau très largement à la technologie, il faut pouvoir prendre des décisions rapides. Or, la machine communautaire est une machine extrêmement lourde, pesante, lente, qui a toujours une ou deux guerres de retard. Et en même temps, nous prenons, c'est une forme de paradoxe, nous prenons certaines décisions qui apparemment ne mangent pas de pain pour l'immédiat, avec une légèreté stupéfiante. Par exemple, l'élargissement auquel j'avais fait allusion précisément, parce qu'effectivement, c'est de dire ah ben voilà, on s'engage à élargir le plus vite possible l'Union européenne à l'Ukraine, aux pays des Balkans, etc., etc. Mais d'un autre côté, l'autre voie aussi de précipitation, c'est l'accumulation de sanctions vis-à-vis de la Russie, essentiellement actuellement,
sans forcément réfléchir complètement aux conséquences de ces sanctions, aux conséquences pour l'Union européenne elle-même, mais même à des problèmes comme l'efficacité des sanctions. C'est bien que beaucoup de sanctions sont détournées actuellement, et même détournées par des pays qui sont présentés comme des pays amis. Donc tout cela affaiblit l'Union européenne. D'ailleurs, nous perdons actuellement en compétitivité, nous perdons du terrain année après année, j'ai presque envie de dire mois après mois. Et si vous comparez l'Union européenne, par exemple, avec les États-Unis, quelles que soient leurs difficultés intérieures, continuent d'être le pays de l'innovation par excellence, avec des réalisations prodigieuses, il faut bien le dire, qui font qu'ils sont et restent pour le moment le pays leader en matière d'innovation technologique. Donc voilà quelques raisons parmi d'autres qui font que nous devons nous interroger d'une manière beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus exigeante sur l'avenir de l'Union européenne si nous voulons éviter que cette union ne s'affaiblisse et à un moment ou à un autre ne nous mette tous dans des situations extrêmement préoccupantes.